quelle mission incroyable nous avons aujourd'hui. On va plonger au cœur d'une pile de documents vraiment denses. Très dense, oui. Absolument. Des dossiers de recherche historique, des registres navals de la dynastie Qing, des archives coloniales de Macao. Et tout ça, c'est consacré à la frontière maritime du sud de la Chine. Au tout début du 19e siècle, pour être précise. Exactement. L'objectif de cette exploration en profondeur, c'est de retracer la vie d'une des figures les plus fascinantes et complexes de l'histoire maritime, un certain Cheung-po Tsai. Aussi connu sous le nom de Jean Baozai. Voilà. Et je suis vraiment bluffé par ce qu'on a trouvé. Le mot complexe est vraiment fondamental pour aborder ces archives. Les sources qu'on a devant nous, elles déconstruisent totalement, mais alors totalement, l'image d'Épinal du pirate. Le fameux pirate avec son perroquet sur l'épaule, quoi. C'est ça, le pirate assoiffé de chaos. Là, on a affaire à une véritable machinerie géopolitique. Et c'est ce qui ressort immédiatement de la lecture. Les documents retracent l'ascension fulgurante d'un simple fils de pêcheur. Un homme issu d'une communauté marginalisée qu'on appelle les Tonka. Oui, Et ce type finit par commander la légendaire flotte de la Bannière Rouge. Pour donner une idée de l'échelle à ceux qui nous écoutent, on parle d'une armada de 600 navires. et plus de 50 000 personnes. 50 000, c'est littéralement la population d'une ville moyenne d'aujourd'hui. Complètement. Mais une ville entièrement flottante. Et surtout armée jusqu'aux dents. Et le comble de cette histoire, c'est que cet homme a fini par être recruté comme officier par l'Empire qu'il combattait, C'est un retournement de situation incroyable. n'est-ce pas? Donc, on ne va pas parler de coffres au trésor enfouis dans le sable aujourd'hui. On va examiner les incroyables stratégies de cet homme. On va explorer comment l'empreinte de cet empire flottant marque encore la géographie locale pour ceux qui voyagent dans ces régions. Tout à fait. Et surtout, analyser ce que cela nous dit sur le pouvoir en général. D'accord, décortiquons tout ça. Par où commencer face à un tel phénomène? En fait, le meilleur point d'entrée, c'est de comprendre l'administration de cette flotte. L'administration. Oui, quand on parcourt les textes d'époque, comme le Jinhai Fenji, on réalise que l'histoire de Changpo Tsai, c'est avant tout une leçon magistrale de gouvernance sur l'eau. Là où les lois de la terre ferme ne s'appliquent plus, en gros. Exactement. Parce que pour gérer 50 000 personnes, la simple force brute, ça ne suffit pas. Justement, les sources mentionnent un élément central de son dispositif qui m'a complètement surpris. Le Shen Luchuan. Le navire-temple. Le navire-temple, oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'était pas un navire de guerre comme les autres, et ce n'était pas non plus un simple quartier général sombre et austère rempli de cartes. Pas du tout. C'était un sanctuaire flottant, luxueux, avec de véritables prêtres taoïstes à bord, un temple dédié à Tianu, la déesse de la mer, qu'on appelle aussi Matsu. Et c'est crucial pour comprendre sa poigne. Oui, parce que les archives décrivent une sévérité inouïe dans les règles de la Bannière Rouge. La désertion, Exécution immédiate. le viol de captives, Décapitation. radical. Mais ces condamnations, ainsi que les ordres de bataille d'ailleurs, ce n'était pas simplement hurlé par un capitaine depuis le pont. Ce qui est fascinant ici, c'est la rationalisation de cette superstition. Il faut vraiment imaginer le profil de ces équipages. Des profils difficiles, j'imagine. Très difficile. Des pêcheurs désœuvrés, des criminels endurcis, des rebelles politiques, des déserteurs. Comment est-ce qu'on maintient la discipline dans une telle poudrière? La terreur, ça ne marche qu'un temps. Voilà, la terreur militaire a ses limites. Ça finit toujours par provoquer des mutineries. Donc, Changpo Tsai a mis en place ce que les sociologues nomment aujourd'hui une autorité charismatique. C'est-à-dire? Il transformait littéralement le commandement militaire en mandat divin. Attendez, laissez-moi bien comprendre la mécanique. Avant une attaque, il ne disait pas simplement à ses lieutenants « on attaque par le flanc nord Exact. ». Il passait par les prêtres. C'est exactement la procédure décrite par les sources. Avant chaque grande décision stratégique, ou même chaque distribution complexe de butin, il s'isolait dans ce navire-temple luxueux. D'accord. Il s'entretenait secrètement avec les prêtres, élaborait sa stratégie, puis ressortait. La décision était alors annoncée solennellement devant les équipages rassemblés. Au milieu de l'encens et ça, On est de la fumée d'encens et des rituels taoïstes. Et c'était présenté comme étant la volonté directe de la déesse de la mer. Bah, c'est malin. Du coup, désobéir à Changpo Tsai ne relevait plus de l'insubordination militaire. C'était un blasphème. C'est ça, c'est un outil psychologique redoutable, une sorte de hack de management de l'époque. C'est une manipulation brillante. Et ce qui est fou, c'est que cette gestion par le mysticisme a laissé une empreinte physique, une empreinte culturelle qu'on peut encore toucher du doigt aujourd'hui. Oui, l'héritage est encore là. Quand on explore l'île de Chungcho, qui était son grand repère, on tombe sur le célèbre Festival des Petits Pains, le Bon Festival. Un festival très populaire.
Les historiens suggèrent que ce festival moderne trouve une partie de ses racines dans les anciens rituels maritimes de la bannière rouge, des rituels organisés à l'époque pour apaiser les âmes des pirates tombés au combat. C'est fascinant de voir comment ça a perduré. Et pour ceux qui s'y promènent, le temple Tihanu de la baie Ouest est incontournable. C'était un ancien avant-poste de sa flotte. Se tenir là, face à l'océan, c'est presque ressentir l'écho de ce navire-temple qui dictait la loi par les cieux. Surtout que cette aura religieuse n'était pas réservée qu'à l'usage interne de ses propres hommes. Ah non? Ouais. Non, elle servait aussi d'arme diplomatique vis-à-vis de l'extérieur. Et cela nous amène à un événement très spécifique, qui est d'ailleurs mentionné dans les archives locales de la région de Sinqui. L'épisode de Tengshega. Exactement. Ah, ce moment m'a fasciné. On y découvre comment il gérait les populations qu'il était pourtant censé piller. Le contexte, c'est que sa flotte s'approche des villages de Shaolian et Etang. Avec l'intention claire de les attaquer. Oui, mais surprise, les villageois ne se laissent pas faire. Ils ont déployé des canons locaux, ils ont formé des milices. En gros, ils sont prêts au carnage. Et à ce moment-là, Changpo Tsai fait face à un dilemme stratégique majeur. Lequel? Eh bien, il a la puissance de feu pour écraser ce village, c'est certain. Sans aucun doute. Mais à quel prix? S'il engage le combat, il va perdre des hommes, endommager des navires, et surtout, et c'est le point clé, il va s'aliéner de façon permanente les populations côtières. J'imagine qu'on ne nourrit pas 50 000 personnes sans aide. Exactement. Une flotte de 50 000 bouches à nourrir ne survit pas sans le soutien logistique discret des civils sur la côte. Ils avaient besoin d'eau douce, de riz. Donc un massacre aurait été une victoire militaire, mais un désastre logistique. Voilà. Il lui fallait une porte de sortie pour annuler l'attaque, mais sans perdre la face devant ses propres hommes, qui, eux, étaient assoiffés de butin. Et son excuse est un chef-d'œuvre de relations publiques. Il apprend que ces villageois sont de fervents adorateurs d'un dieu spécifique des mers du Sud, Hongsheng. Oui, le dieu Hongsheng. Donc, au lieu d'ordonner une simple retraite, qui paraîtrait vraiment lâche, il organise une grande mise en scène. Il déclare publiquement « Je ne crains pas ses habitants, mais je crains leur dieu ». Une phrase brillante. Il fait brûler de l'encens de manière théâtrale depuis son navire. Il fait ses prières haute voix pour que tout le monde entende. Et enfin, il ordonne à l'armada de faire demi-tour pacifiquement. Et ces hommes, qui étaient déjà conditionnés par la religion depuis le navire-temple, acceptent sans broncher. C'est incroyable. Mais concrètement, quel a été l'impact de ce coup de théâtre sur les villageois? L'impact a été massif. Du jour au lendemain, il consolide son image de pirate justicier. Un peu comme un Robin des Bois des mers. Quelque sorte, oui. Pour les populations côtières, il n'est plus un prédateur sanguinaire. Il est un seigneur de la mer doté d'une morale supérieure, quelqu'un qui respecte les croyances locales. D'accord. En refusant de verser le sang au nom de la piété, il s'assure que ces mêmes villageois continueront de commercer avec lui en contrebande. Et de lui fournir des vivres. Des vivres, oui, et même de le renseigner sur les mouvements de la marine impériale. C'est de la gestion d'images pures, transformée en avantage tactique. Le terrain en garde d'ailleurs une cicatrice étonnante de cet épisode. Pendant ses manœuvres autour de Sinui, l'un de ses navires a fini par couler. Tout à fait. Et avec les siècles, les sédiments et le sable se sont accumulés autour de l'épave. Ça a formé un grand banc de sable qui est aujourd'hui devenu le par Techengsha, à Jiangmen. La terre construite sur les vestiges de sa flotte. Littéralement. Et sur l'île de Choncho, cette notion de se volatiliser, de faire des retraites stratégiques, c'est parfaitement incarné par la fameuse grotte de Chongpolsai. Un lieu très prisé aujourd'hui. Oui, même si c'est très étroit, la légende tenace veut que ce réseau de crevasses ait servi de voie de fuite fantomatique. On comprend mieux comment il cultivait cette image d'homme insaisissable. Insaisissable, oui. Mais aussi profondément ancré dans une structure sociale que l'Empire Qing détestait profondément. Ah, la question des origines. Oui. Pour comprendre comment il a pu orchestrer de tels mouvements tactiques, il faut remonter à l'origine de son autorité. Comment est-ce que cet homme est arrivé au sommet? Parce qu'il n'a pas fondé la flotte lui-même. Non, pas du tout. Mais avant d'aller plus loin, juste pour poser le décor, quand les sources parlent de ses origines tanka, de qui parle-t-on exactement? Les Tankas, c'étaient des communautés de pêcheurs qui vivaient exclusivement sur l'eau. Sur leur bateau. Sur leur bateau, dans le sud de la Chine, ils n'avaient pas le droit de posséder des terres, ils ne pouvaient pas passer les examens impériaux. Donc exclus du système officiel. Totalement exclus, c'était une classe sociale profondément marginalisée, méprisée par l'élite terrienne et agraire de l'Empire, qui les considérait comme presque barbares. Et c'est de cette marge extrême qu'il émerge, d'ailleurs de manière assez brutale. Très brutale. À 15 ans, il est enlevé par le grand chef pirate de l'époque, Zhenye.
Oui, un enlèvement qui va changer sa vie. Mais l'adolescent ne reste pas un simple captif. Grâce à son intelligence, il devient le protégé du chef, puis son fils adoptif. Et les archives historiques suggèrent même très fortement qu'il est devenu son amant. C'est ce que les textes laissent entendre, oui. C'est déjà une ascension incroyable. Mais la vraie bascule se produit à la mort de Zengi, lors d'une tempête au Vietnam. Un moment de grande vulnérabilité pour la flotte. Logiquement, la flotte aurait dû imploser dans une guerre de succession sanglante. Et là, Chong Pu-tsei fait une alliance inattendue avec la veuve du chef, Zengi Sao. Et c'est là que l'histoire prend une dimension encore plus fascinante. Si on relie cela à une perspective plus large, on voit à quel point cette culture maritime rejetait totalement la morale confucienne stricte de l'époque. C'était un choc des cultures. Énorme. Pour un mandarin de la cour impériale, voir un fils adoptif s'allier politiquement puis romantiquement avec sa mère adoptive veuve, c'était une abomination absolue. Un pur scandale. Mais sur l'océan, la seule loi qui compte, c'est la survie et l'efficacité. Alors justement, comment fonctionnait ce duo au quotidien? Est-ce qu'ils étaient en compétition? Pas du tout. C'était une complémentarité redoutable. Zengi Sao était un véritable génie de l'administration. C'est elle qui gérait l'argent. Oui, c'est elle qui a structuré le fameux impôt de protection, le Hang Shui. Elle a littéralement transformé un racket chaotique en une véritable douane maritime institutionnalisée. Avec de la paperasse. Avec des registres, des reçus, des laissez-passer, c'était très officiel de leur point de vue. Pendant qu'elle gérait les finances et la loi interne, Chang Po-tsai, lui, avec son charisme explosif, gérait les flottes de combat et la stratégie sur le terrain. Une vraie co-gouvernance. Cette union, bien que scandaleuse pour les continentaux, c'était vraiment le ciment indestructible de leur empire. Ce rejet des normes officielles et cette acceptation des structures familiales non conventionnelles, ça résonne encore dans des lieux historiques magnifiques. Le temple Yukhui, par exemple. Qu'on appelle aussi le temple Paktai. C'est ça, toujours sur l'île de Changchao. C'est un grand symbole de cette époque. Il abrite encore des armes et des reliques pirates. C'est un lieu superbe à visiter. Il témoigne vraiment de la tolérance d'une communauté insulaire qui a su prospérer loin des diktats impériaux en créant ses propres règles. Mais bon, évidemment, un tel niveau d'organisation, une douane parallèle, une armée de 50 000 hommes, ça finit par attirer les foudres de Pékin. Inévitablement. L'Empire Qing réalise qu'il a perdu le contrôle total des mers du Sud. Il ne pouvait pas laisser faire ça indéfiniment. Non. La marine impériale tente de les écraser à plusieurs reprises, mais subit défaite sur défaite. Le pouvoir central prend alors une décision radicale en novembre 1809. Laquelle? S'allier aux puissances occidentales. C'est la fameuse bataille de Tchèque-Lapcock. Les descriptions dans les sources sont dignes d'une superproduction hollywoodienne. 60 000 soldats mobilisés. C'est une force de frappe sans précédent. Et la flotte impériale fait appel à la marine portugaise basée à Macao. Les Portugais amènent 6 immenses galions, Ce sont des forteresses flottantes pour l'époque. lourdement armés de canons à tir rapide, et équipés de filets anti-abordage. Donc la tactique classique des pirates, qui était de s'approcher vite et de monter à l'assaut avec des sabres, ça devient totalement impossible. Exactement. La flotte de la bannière rouge est acculée, bloquée au large de l'île de Lantau. Sur le papier, c'est la fin de Chong Po-tsai. Une approche frontale aurait effectivement été suicidaire face à l'artillerie européenne. C'est dans ce genre de goulet d'étranglement que le génie asymétrique de Chong Po-tsai se révèle. Comment il s'en sort, du coup? Eh bien, il connaît chaque courant, chaque banc de sable de cette baie. Plutôt que d'affronter les canons frontalement, il va utiliser son environnement comme une arme. D'accord. D'abord, il profite du brouillard de novembre. Et surtout des eaux extrêmement peu profondes où les lourds navires portugais risquent de s'embourber s'ils manœuvrent trop vite. Les galions étaient trop lourds. Oui, ensuite, il déploie une tactique d'essaim. Ces petites jonques ultra rapides harcèlent les flancs de la coalition pour les désorganiser. Et il ne s'arrête pas là, si j'ai bien lu. Il utilise aussi le vent à son avantage. Absolument. Dès que les vents tournent au sud-est, il lance des dizaines de navires incendiaires. Des brûlots. Des barques remplies de paille et d'explosifs, enflammées et poussées par le vent directement vers la flotte regroupée. Imaginez la scène pour les marins portugais et impériaux. L'enfer sur l'eau. La fumée aveuglante, l'odeur de poudre, la panique face à ces bombes flottantes qui menacent d'embraser leurs voiles. Et au milieu de ce chaos visuel et pyrotechnique, il ajoute une couche de guerre psychologique pure. Oui, le coup de grâce. Les documents révèlent qu'il a fait porter une fausse lettre diplomatique au commandant portugais, José Pinto,
Une lettre qui laissait entendre qu'il pourrait s'arranger sur des privilèges commerciaux si les Portugais cessaient le feu. Alors que c'était faux. Complètement faux. Le but n'était pas de négocier, mais de semer le doute dans l'esprit des Améro-Kings sur la loyauté de leurs alliés européens. C'est machiavélique. Et redoutablement efficace. En combinant la terreur des navires en feu, le brouillard, l'avantage du terrain et la paranoïa diplomatique, il réussit l'impossible. Il s'échappe. Il brise le blocus et parvient à s'échapper majestueusement vers les eaux libres avec plus de 200 navires intacts. La plus grande coalition navale de l'époque n'a pas réussi à le couler. Il est d'ailleurs fascinant de réaliser que cette zone de guerre acharnée, ça correspond aujourd'hui très exactement aux eaux sur lesquelles a été construit l'aéroport international de Hong Kong. À Tchèque-Lapcock. Exactement. Quand on se tient aujourd'hui sur la côte en regardant les avions décoller de ces pistes qui ont été gagnées sur la mer, c'est vertigineux de se dire qu'à cet endroit précis, l'eau bouillonnait sous les boulets de canon et les navires en flammes. C'est un triomphe tactique absolu. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, le chant du cygne de son indépendance. Pourquoi? Bien qu'invaincu militairement lors de cette bataille, Chang Po-tsai comprend que la pression logistique et politique va devenir étouffante à long terme. La coalition finira par se reformer. Ce qui nous amène à la conclusion surprenante de son parcours. En 1810, contre toute attente, il choisit de se rendre. Une décision pragmatique. Il accepte une amnistie de l'empereur et ses dizaines de milliers d'hommes déposent les armes. Il devient officier dans cette même marine impériale qui l'humiliait quelques mois plus tôt. C'est l'ironie de l'histoire. Et il s'avère d'ailleurs tout aussi redoutable du côté de la loi, puisqu'il aide l'Empire à écraser les flottes pirates rivales. Oui, il fait le ménage. On pourrait croire à une fin heureuse, un criminel réhabilité qui monte en grade. Mais la réalité décrite dans les sources est beaucoup plus amère. Il meurt très jeune, à 36 ans, officiellement de maladie, mais les légendes locales parlent d'une profonde dépression. C'est très probable. Et surtout, il meurt à Penghu, à Taïwan, à des centaines de kilomètres de ses eaux natales du Guangdong. Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé si loin? Cela soulève une question cruciale sur la nature même de la société Qing. Qui a orchestré cet exil intérieur? Les sources ont un nom. Oui, les archives désignent clairement Lin Zexu, un haut fonctionnaire impérial très influent. Lin Zexu a activement et systématiquement bloqué l'ascension de Cheng Po-tsai au sein de l'armée régulière. Mais pourquoi? Il était pourtant compétent. La raison n'avait rien à voir avec ses compétences militaires, qui étaient indéniables. Tout se résumait à une question de classe sociale. Toujours les origines tanka. Exactement. Pour Lin Zexu et l'élite confucéenne, laisser un tanka, un homme de la mer sans éducation classique, atteindre les plus hauts sommets de la hiérarchie militaire, ça aurait été une insulte au prestige des mandarins lettrés. Donc, malgré tout son génie, il s'est heurté à un plafond de verre insurmontable. C'est l'illustration tragique d'une ségrégation culturelle féroce. La civilisation agraire continentale ressentait une peur viscérale et un profond mépris pour la puissance et la liberté du monde maritime. Ils l'ont utilisé. On l'a utilisé pour pacifier les mers, oui. Puis on l'a exilé loin de son pouvoir d'origine pour qu'il s'éteigne dans l'oubli, tout simplement parce que son existence même dérangeait l'ordre social établi. Cette ségrégation, cette ligne de fracture entre ceux qui sont acceptés et ceux qui sont rejetés, elle a laissé des traces physiques étonnantes. C'est vrai. Si l'on retourne sur l'île de Cheongcho aujourd'hui, près de l'hôpital Saint-Jean, on peut observer de vieilles bornes en pierre, les Boundary Stones. Des marqueurs de frontières. Historiquement, elles datent de l'époque coloniale britannique qui a suivi, mais elles servaient à marquer une frontière stricte. Au-delà de cette ligne, certaines populations n'avaient pas le droit de résider. C'est glaçant. Ces pierres matérialisent physiquement cette longue et douloureuse histoire de séparation et de hiérarchie des classes dans la région. C'est un écho silencieux à l'ostracisme qu'a subi notre ancien pirate devenu fonctionnaire. Ces pierres sont effectivement une parfaite métaphore pour conclure notre analyse de ces sources historiques. Elles nous forcent à regarder au-delà des aventures navales pour comprendre les mécaniques de pouvoir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Et Venom, Killom, après avoir navigué à travers ces archives denses, des rituels enfumés du navire-temple, canon crachant le feu à Tchèque-Lapcock, comment synthétiser l'impact de cette figure hors norme? Si on rassemble l'ensemble des analyses académiques sur le sujet, 3 leçons majeures émergent de ce dossier. La première, c'est le concept de souveraineté asymétrique. C'est-à-dire? Bien avant l'arrivée du colonialisme européen moderne, les marginaux de la mer de Chine méridionale avaient créé un système de gouvernance alternatif là où l'État central avait échoué. L'impôt de protection, par exemple? Oui, le système de Zheng Yisao était un système de régulation commerciale plus efficace que les douanes de l'empereur.
Deuxièmement, nous avons vu comment la foi a été utilisée comme une véritable technologie politique. Le fameux hack de management. L'autorité charmatique forgée sur le navire-temple nous montre que la croyance peut être l'outil administratif ultime pour souder un groupe disparate. Et la troisième leçon, la plus sombre, c'est bien sûr cette ségrégation tenace dont nous venons de parler avec l'INSECSU. Le conflit n'était pas une simple lutte contre la loi et la criminalité. C'était un affrontement structurel entre une élite terrienne obsédée par son statut et un peuple de la mer marginalisé, considéré comme indigne. Une lutte de classe au final. Complètement. L'histoire de la bannière rouge prouve que lorsque les groupes marginalisés sont exclus du système officiel, ils ont la capacité de concevoir des structures de pouvoir, des logistiques et des lois parallèles qui sont parfois bien plus sophistiquées et résilientes que celles du gouvernement légitime. C'est une réflexion absolument captivante. Merci infiniment à ceux qui écoutent de nous avoir accompagnés dans cette plongée vertigineuse dans l'histoire de la frontière maritime chinoise. Ce dossier met en lumière un fait indéniable. Chang Po-tsai n'était pas qu'un bandit glorifié par le folklore. Loin de là. C'était un maître de la stratégie navale, un génie des relations publiques et un homme qui a lutté de toutes ses forces contre les déterminismes oppressants de sa classe sociale. Il a construit un empire là où on lui refusait même le droit de posséder une terre. Avant de refermer ce dossier, je laisse la parole à notre experte pour une toute dernière pensée tirée d'une interrogation soulevée par les chercheurs dans la conclusion de ces sources. Voici une dernière réflexion à méditer. Une question presque vertigineuse posée par les historiens. Si la dynastie Qing avait mis de côté son snobisme de classe, si au lieu de marginaliser, briser et exiler ces innovateurs maritimes exceptionnels comme Chang Po-tsai, l'Empire avait choisi d'intégrer pleinement leur savoir-faire. Leur maîtrise des batailles asymétriques? Exactement. Et leur connaissance intime de l'océan, à quel point l'histoire des guerres de l'opium qui ont ravagé la Chine seulement quelques décennies plus tard face aux flottes occidentales aurait-elle été différente? C'est une vraie question. La véritable tragédie de cette époque n'est peut-être pas la piraterie en soi, mais le talent immense d'une nation qui sait s'aborder elle-même au nom du prestige social. Une perspective qui change complètement notre façon de regarder le 19e siècle. Merci pour cette analyse approfondie, gardez toujours cet esprit curieux et à très bientôt pour décortiquer ensemble de nouvelles sources fascinantes.